Dans les salons de l'hôtel Les Barmes de l'Ours, salon que nous connaissons bien maintenant, où va se dérouler d'ici quelques minutes un cocktail bien sympathique avec quelqu'un que l'on connaît, qui avait l'habitude de venir ici à Val d'Isère, c'est Bernard Werber. Bonjour Bernard. Bonjour. On se tutoie? Oui, volontiers. Alors Bernard, comment tu vas? Je vais très bien et je suis très content d'être là. Et c'est un rendez-vous, c'est pas la première fois que je viens, c'est un rendez-vous toujours que j'attends avec plaisir. Alors c'est ce que je disais, c'est pas la première... Il va y avoir un problème de téléphone. Pourquoi? On n'entend rien? Non, tout va bien. Il y a un téléphone qui sonne, mais peu importe. Les téléphones ont le droit de sonner. Hein. Laissons les téléphones s'exprimer aussi. Bernard, J'aime bien votre flegme. Pourquoi? Parce que c'est vrai que le téléphone qui sonne, c'est le truc qui trouble n'importe quel spectacle, n'importe quel événement. Et là, vous arrivez à le gérer, bravo. Bon, bah, c'est gentil. Bernard, quel souvenir vous aviez de ce premier voyage ici à Val d'Isère il y a 11 ans? Moi, j'ai un souvenir bien précis. 11 ans. Alors, deux choses. D'abord, l'hôtel n'était pas de cette qualité-là. Il n'existait pas, je crois. Il n'existait pas. Et j'ai passé une soirée à jouer la guitare avec vous, avec une bande d'amis de Jean-Paul. Et on s'est retrouvés à faire, vous savez, comme les étudiants, là, à jouer et à chanter ensemble. Et le lendemain matin, le deuxième souvenir, c'est que j'avais fait une dédicace dans un magasin de vêtements à l'arrière où il y avait une sorte de petite zone de café où j'ai dédicacé. Et puis Jean-Paul qui défend comme un croisé un combat vraiment intéressant qui est celui du livre. Moi, je crois que les livres rendent intelligents. Donc, toutes les personnes qui défendent les livres défendent l'intelligence. Donc, c'est pour ça aussi que je voulais soutenir Jean-Paul et l'association aussi des lecteurs, parce qu'ici, il y a une association des amis des livres qui fonctionne vraiment bien. Et c'est assez rare pour mériter d'être signalé, pour mériter d'être soutenu aussi. Alors, 11 années plus tard, est-ce que tu es toujours aussi bon guitariste? Non. Pourquoi? T'as laissé la guitare au placard? Avec le temps, rien ne s'arrange. Non, puis j'ai pas beaucoup joué en fait. C'est le seul salon où je me suis retrouvé à jouer la guitare avec les lecteurs et avec les organisateurs. Non, puis il y a, je sais pas. En fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on se remettra à jouer, puis je verrai bien ce qui me reste. Mais ça fait très longtemps que j'ai pas joué. Quel est ton quotidien ici à Val d'Isère? Tu skis? Ah oui, alors d'abord j'ai touché à ma règle sacro-sainte du 8h midi et demi. Exceptionnellement, je déteste faire ça. Mais quelle est cette règle? Cette règle, c'est que tous les jours de ma vie, de 8h à midi et demi, j'écris. Voilà, ça j'ai commencé à 16 ans, maintenant j'en ai beaucoup plus et pratiquement il y a dû y avoir une dizaine de journées sur ces dizaines d'années où j'ai pas appliqué cette règle de 8h à midi et demi. Donc tu es en train de me dire qu'aujourd'hui est une journée d'exception parce que Bernard n'a pas écrit? Oui, disons c'est pas ça, c'est que moi je dois me soumettre quand même à un autre élément qui est le soleil, la lumière, tout ça. Et vu qu'on peut skier de manière idéale entre 10h et 14h à peu près, donc j'ai skié entre 10h et 14h et j'ai écrit l'après-midi. Ce que j'aime pas faire mais qui est finalement, c'est d'autres sensations, c'est une autre écriture. Pourquoi l'inspiration n'est pas la même? Ouais, le matin quand la lumière du soleil monte, mes idées montent en même temps. Alors l'après-midi, le soleil descend, donc les idées descendent. Non, c'est un concept, je sais pas. C'est peut-être, en fait, c'est la force de l'habitude. C'est-à-dire plus on fait régulièrement quelque chose, comme écrire tous les jours, plus ça devient facile et passionnant. Et je vois mon métier comme un marathon. Il y a un truc à trouver de régulier et on tient. Sauf que le marathon, on connaît la ligne de franchissement au bout des 42 km 500. Là, je sais pas. C'est l'inconnu quand même. En fait, j'ai toujours peur de crever sans terminer l'ensemble des livres que je dois écrire. Oui, parce que ce sont des sagas. Oui, faut pas faire des sagas dans ce cas-là. Non, mais même au-delà de ça, parce que je sais pas. Moi, au début, je crois que je devais faire un seul livre. Donc maintenant que je vois que je devais en faire au moins 18, vu que j'en ai sorti 18, maintenant je sais pas de combien l'œuvre est comprise. Je sais pas si je trouverai tout le temps le temps, l'énergie, les lecteurs surtout. Donc tout ça. Bon, pour l'instant, les lecteurs sont là. Hein. Plus de 15 millions de bouquins vendus, ça fait quand même du monde. Pour l'instant, les lecteurs sont très bien. En effet, je les aime beaucoup. C'est pour ça que j'écris pour eux. Ça fait 20 ans que j'écris maintenant. Oui, les fourmis, c'était il y a 20 ans déjà. Oui, ça ne rajeunit pas. Hein. À l'époque, déjà, j'avais pas de cheveux. Alors moi, oui, mais c'est un avantage pour ceux qui n'ont pas de cheveux, justement, que de vieillir comme ça. Ça se voit pas le vieillissement. Bah, je sais pas. Je regarderai les films. Vous n'avez pas fait un film à l'époque? Non. On pourrait comparer comme ça.
Ben, on comparera, si j'arrive à survivre encore 20 ans, on se dira, tiens, regardez, à l'époque, il avait encore le poil un peu sombre. Maintenant, je vais avoir probablement tout blanc. Non, mais je trouve que c'est un métier extraordinaire parce qu'on peut le faire longtemps. Quand je vois toujours ces chanteurs qui font une chanson qui disparaissent, je me dis dans leur tête, ça doit être un peu difficile. Et nous, en tant que romancier, on a la possibilité, même si un livre ne marche pas, de continuer à en faire. Puis bon, après, le public décide, il suit ou il ne suit pas. Mais je trouve que c'est un métier où il y a une possibilité pour un artiste de tenir longtemps et je compte en profiter. Avant de parler de Troisième Humanité, si on parlait de Val d'Isère en quelques mots, ça représente quoi, Bernard ? Val d'Isère, ça représente l'endroit où je me trouve actuellement. Et ça, bien vu, c'est exact. Non, c'est important. Je vais vous expliquer. En fait, le moment le plus intéressant, c'est maintenant. Et l'endroit le plus intéressant, c'est Val d'Isère. Parce que j'y suis et que je fais cette interview. Et pour toute chose, j'essaie d'appliquer cette règle, ne pas me projeter dans le futur, ne pas avoir la nostalgie du passé, mais être là. Avec cet instant magique avec des caméras. Et Val d'Isère, pour moi, c'est l'instant où je suis maintenant. Donc c'est pour ça que c'est important. Après, on peut dire dans le passé, quand je suis venu, c'était sympathique. Peut-être dans le futur, ça sera aussi sympathique. Mais le moment intéressant, c'est maintenant. Oui, mais ça n'a rien à voir avec de la philosophie fiction, par exemple. La prise de conscience que le moment important c'est maintenant à avoir avec tout. D'ailleurs, je vous dis ça parce que j'en suis pas encore complètement imprégné, donc je le répète pour me dire, attends, il faut vivre dans le présent, il faut vivre, il faut profiter apprécier ce qu'on a et profiter de chaque seconde. Mais c'est des jolies phrases qu'on entend partout, mais avant de les intégrer réellement, avant d'apprécier l'instant, il y a tout un processus très lent. Voilà, donc je participe à cette voix qui dit le meilleur moment c'est maintenant et la chose la plus intéressante à faire pour moi maintenant, c'est de faire cette interview avec toi. Bon, alors j'ai plein de questions, Bernard. La première question, c'est tu te dis un artisan, un véritable artisan. Pourtant, de l'autre côté, tu fais vivre une industrie. C'est quand même paradoxal pour un artisan finalement. Parce que moi, quand j'écris mon livre, je suis tout seul et mon éditeur, quand il le publie, il a toute une équipe. Donc l'aspect industriel, c'est mon éditeur, et l'aspect artisanal, c'est moi. Mais tu as conscience de ce côté industriel quand tu écris dans ton bureau, puisque tu écris toujours dans ton bureau ? Alors, non. Quand j'écris, j'ai qu'une recherche, c'est de faire le meilleur livre possible. Je ne me dis pas, et ce livre va être diffusé dans les librairies. Non, je me dis, qu'est-ce qui va arriver à mon personnage ? Comment faire pour surprendre ? Comment trouver la bonne fin ? C'est tout, je suis obsédé que par ça. Dès le moment où le livre est terminé, où il est pondu, après, cut. On termine à la zone de fabrication, je vais voir l'éditeur, tenez, cher éditeur, voilà mon dernier manuscrit, il regarde, il fait, ouais, on va vous dire ce qu'on en pense, puis voilà. Et là, le cœur bat comment, là, à ce moment-là ? Maintenant, ça me fait moins de choses qu'avant, mais avant, je me disais, c'est comme je rendais ma copie à l'école, quoi, je veux voir ma dot. Mais je trouve ça bien que l'éditeur ne le prenne pas systématiquement, parce que j'ai eu des ventes bonnes dans le passé. J'espère que mon éditeur me dira, écoute, mon coco, c'est très sympathique, mais j'ai lu ton truc, c'est de la merde, remets-toi au travail. Ça m'est déjà arrivé. Et je considère que ça fait partie du job, on ne peut pas être tout le temps bon. Et tu dis pareil, aussi que finalement tu te laisses porter par ton histoire et que tu connais pas la fin, t'as pas de synopsis finalement. Alors si tu as vu ça quelque part, c'est... Je l'ai entendu, ouais, bah alors, de toi. Mais si je l'ai dit, je le pense pas, voilà. Scoop. Non, c'est plus compliqué que ça, non, vraiment. Depuis le début, tout mon travail a toujours été fait. Non, tu vas confondre avec notre interview. Non. Mais remontre-moi les images, mais je me connais. Top image. C'est mon frère jumeau qui a dû raconter ça. Il ne raconte que des conneries. Alors, non, vraiment, pour moi, le plus important, c'est le plan. Le squelette de l'histoire. Je donne des cours en atelier d'écriture, j'explique ça. Quand on part, il faut savoir où on va. Donc je ne me laisse pas porter par l'histoire en me disant qu'il va y arriver. Par contre, dans les chapitres, tu veux, par exemple, je sais que mon héros, il doit faire l'amour avec mon héroïne, mais j'ai défini le point de départ, le point d'arrivée. Après les étapes, là, je peux me laisser porter. Mais je sais toujours où je vais. Depuis le premier livre, pour moi, c'est comme un tour de magie. Et un tour de magie, au final, on sort le lapin. Donc toute la manip, elle est faite pour sortir le lapin du chapeau. Donc je peux pas dire, bon, ben dans ma manip, je vais faire un petit truc par-ci, un petit truc par-là, puis au final, oh, allez, je sors un lapin du chapeau. Non, tout ça est prévu à l'avance. Sur tous mes romans, j'ai une sorte de plan avec un début, un milieu, une fin, et toute une construction. Et je mets beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à faire ça. Ouais, tu parles de romans, je veux dire, j'ai une chose, c'est ce dont les romanciers parlent le moins, à savoir la chose que vous ne voyez pas, c'est le plan.
Mais si le plan ne fonctionne pas, c'est comme dans un être humain, si le squelette ne fonctionne pas, on ne tient pas debout. Ça ne sert à rien d'avoir une jolie peau qui correspondrait au style, ça ne sert à rien d'avoir des grands yeux, des beaux yeux, des belles oreilles. On s'en fout. Si vous êtes un squelette solide, vous devenez une limace. Et c'est le même principe pour les romans. Et le squelette solide, ça veut dire un début, un milieu, une fin, quelque chose qui se tient et qui est solide. Tu parles de roman, donc ça fait référence à la fiction, le roman. Or, tu dis en d'autres moments que finalement tu as été journaliste scientifique, que la science, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus juste finalement, et que dans le roman, on peut trouver une certaine justesse pour l'avenir. Les fourmis, par exemple. Oui, non, alors, c'est-à-dire que le scientifique, il est coincé par le regard des autres scientifiques. S'il dit un truc, un peu d'imagination, où il a une idée, tout de suite va être jugé par les autres. C'est du délire, c'est de la connerie. Tandis que nous, romanciers, on peut y aller. Jules Verne s'est permis d'inventer des sous-marins et des fusées qui partent sur la Lune. Après, à l'époque, les scientifiques, ils devaient tous dire « Ah, mais c'est pas possible, il délire complètement le type ». Mais il y a une fonction de l'auteur de science-fiction de trouver des voies nouvelles, et c'est pas la même fonction que le scientifique. Et puis, étant journaliste scientifique, je me suis aperçu que beaucoup de scientifiques n'y connaissaient rien à rien. C'est-à-dire qu'ils en connaissent plus que ceux qui connaissent zéro. Mais par exemple, sur les origines de l'humanité, on ne sait pas comment est apparu le premier homme. Actuellement, on ne le sait pas. On ne sait même pas qui il est. On sait que Lucie n'est pas le premier homme. On sait que même les... Et Adam et Ève ? Adam et Ève non plus. Alors, on ne sait pas l'origine de l'univers, on ne sait pas l'origine de la Terre, on ne sait pas l'origine de l'humanité. On ne sait pas... le nombre de choses qu'on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi on est vivant, on ne sait pas comment fonctionne le système vivant, on ne sait même pas comment fonctionne. Il y a le nombre de produits, que médicaments vous prenez, on ne sait pas comment ils fonctionnent, c'est juste que ça marche. Vous voyez ? Donc tout ce qui est scientifique peut être contestable dans le futur. Donc il faut avoir l'humilité de dire c'est la science de notre époque qui va être complètement ridiculisée par la science dans 20 ans. On ne sait même pas pourquoi la nuit est noire, alors ça commence par là aussi. Hein. Si. Non. Si. Non. Bah, vous la vouliez de quelle couleur ? Rouge ? La couleur d'un romancier, par exemple. Le romancier que tu es... Le noir, c'est l'absence de lumière. Oui, mais on ne sait pas pourquoi il y a de l'absence de lumière. C'est ça ? Pourquoi c'est noir ? Non, il y a une lumière, c'est le soleil. Bon, on va pas faire... d'accord, ok. Il y a une lumière, c'est le soleil. Et quand on l'a pas, on est dans l'ombre. Oui, c'est ça. Oui, mais lumière... non, c'est une constatation, ça. Mais on ne sait pas pourquoi. Bon, enfin bref, peu importe. Bernard. Plus tard. Bernard. Je vais me pencher comme sur la question parce que si tu m'en parles, c'est que ça. Mais j'en suis certain. Je me suis adressé là-haut, toi qui connais bien les dieux. Non. Ce qui est intéressant, malgré tout, c'est qu'il n'y a aucune information où l'on peut dire ça, c'est sûr. Mais aucune information scientifique. À aucun moment on peut dire c'est sûr. Par exemple, je vais donner une information qui a l'air évidente. La Terre est ronde. Ben, la Terre n'est pas ronde, la Terre est patatoïde. Voilà. Autre chose, on ne peut pas aller au-delà de la vitesse de la lumière. On peut aller au-delà de la vitesse de la lumière, il suffit de mettre une lampe de poche sur un train, on a la vitesse de la lumière plus le train. La lumière est droite. Il suffit de mettre une lampe de poche sur une bassine et de remuer l'eau. Bon, pour des physiciens, tout ça, ça va le faire sourire, mais réfléchissez-y, il n'y a pas une seule information sur laquelle il y a une certitude. Si, j'allais dire qu'on est vivant, mais même ça... C'est pas sûr. Ça se peut que y a un truc à la Matrix, on soit un monde d'illusions. C'est pour ça que je disais, ce qui est important, c'est le ici et le maintenant et ce qui se passe là. Parce que c'est là où il y a les informations. C'est cette rencontre, c'est ce qui se passe, c'est le Val d'Isère. Et c'est ça qui est passionnant. En fait, ce qui est intéressant, c'est pas la science, c'est la conscience. Et il y a cette phrase fabuleuse de Rabelais, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme », mais qui résume tout. C'est-à-dire qu'une grande conscience va piger des tas de trucs qu'une grande science ne pigera pas. Donc, il va y avoir progressivement un passage de pouvoir de l'un à l'autre. Alors toi, ton truc dans les bouquins, c'est de faire parler, évidemment, c'est la réflexion sur l'humain, sur l'humanité en général, c'est de faire parler les fourmis, les dieux, les extraterrestres, changer les points de vue. La troisième humanité, c'est la Terre. Et tu as une hypothèse, parmi d'autres, mais une hypothèse qui me paraît intéressante, c'est celle que l'humanité tend vers plus de féminité, qui sera plus petite et plus solidaire. Alors là, pour le coup, on remet tout en question. Non, alors moi, mon dada, c'est les fourmis, donc j'ai observé les fourmis. Les fourmis ont 120 millions d'années de vie sur Terre. Nous avons 7 millions d'années tout au plus de vie sur Terre. Donc, je considère que si elles sont devenues plus petites, plus féminines et plus solidaires, c'est peut-être que c'est la voie de survie des espèces citadines. Voilà, c'est aussi simple que ça. À partir de là, j'ai imaginé que nous sommes une humanité
intermédiaire entre une vieille humanité de géants et une humanité qui va être plus petite. Et ce que raconte Troisième Humanité, c'est le passage de notre deuxième humanité à une troisième humanité. Mais il n'y a pas que plus petite, en fait, c'est plus consciente. Une humanité plus... Plus solidaire, déjà, ça envisage une certaine conscience. Mais pas seulement plus solidaire que des individus entre eux, plus solidaire aussi avec la planète. C'est là qu'il y a une réflexion un peu... écolo, si ce n'est que... Mais t'es pas écolo. Voilà, je suis pas écolo et que je considère que les écolos se trompent de colère. Mais en tout cas, je crois que la Terre est un combat, la Terre en tant que planète est un combat intéressant. C'est-à-dire la défendre est un combat intéressant, mais je crois que les écolos le font mal parce qu'ils n'ont pas compris que la clé du problème, c'est la maîtrise de notre croissance et la maîtrise de notre croissance démographique, notre croissance financière, notre croissance industrielle. Et ça, pour l'instant, ils sont juste dans une sorte de critique du capitalisme qui est... si on est 10 milliards d'individus, il n'y a aucune raison de dire que les Chinois, les Indiens, les Africains n'ont pas droit à avoir une voiture, un réfrigérateur, une télé. Donc ça veut dire que si on leur donne à tous une voiture, une télé, de la viande tous les jours, ça va quand même sacrément détruire le milieu. Voilà. Et ils ne sont pas du tout dans cette prise de conscience-là. Mais le Dalai Lama dit le problème, c'est qu'il faut arrêter la croissance démographique. Et je crois qu'il y a quelques personnes qui ont compris ça. En tout cas, pas arrêter, mais la ralentir. Vu ce qu'on consomme, vu ce qu'on détruit, il faudrait maintenant qu'on stabilise un peu l'espèce. Voilà. Bernard, il sortira une chose de cette interview, c'est que au deuxième coup de sonnette du téléphone qui vient de sonner à l'instant, tu n'as pas réagi. Alors qu'au premier, tu m'as programmé, tu m'as dit c'est normal, c'est pas grave, nous, dans notre télé, on arrive à gérer ça. Et tu crois que c'était grave ? Moi j'ai vu une pièce de théâtre où il y avait quelqu'un qui avait le truc qui sonnait. Sur scène, les acteurs en costume se sont arrêtés. Ils ont dit on arrête, faites sortir cette personne. Ah non, mais c'est normal. Dès le moment où on fait une sorte de spectacle, même là on fait du spectacle, il y a un cadre. Et dans ce cadre, il ne faut pas de perturbation, sinon l'écoute va être moins bonne. Mais si tu arrives à gérer ça, et c'est toi le patron là sur ce coup-là. Donc tu me dis c'est pas grave, c'est pas grave. Je te laisse aller rejoindre tous les invités de ce cocktail de ce soir. Il y aura beaucoup de monde. Hein. Ça t'impressionne ça ? Ça me fait plaisir. Vous savez, le drame pour un écrivain, c'est quand il arrive et qu'il n'y a pas de monde. Pour un acteur de théâtre, c'est pareil. Non, ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y ait des lecteurs. Je crois qu'on écrit pour être lu. Donc après, il y a le plaisir de discuter avec des gens qui nous lisent. C'est connaître nos lecteurs. Moi, je suis curieux de connaître mes lecteurs, et c'est pour ça que je ne veux pas rester enfermé dans une petite bulle et que j'aime bien bouger, rencontrer des gens, quitter Paris. Merci. Voilà, merci.